Bonjour à tous, numéro 53 de Tête à Clash commence aujourd'hui, c'est la dernière de l'été. Et nous avons 4 invités. Alors un invité qui est candidat à la mairie de Paris, il s'appelle Serge Federbusch. Il a le soutien du Rassemblement national, mais pas que. Bonjour Serge. Bonjour, candidat du nom de toutes les droites et du centre pour mettre fin au règne d'Hidalgo et empêcher celui de Griveaux d'arriver. Très bien, c'est pas mal, c'est Voilà. un peu long pour les affiches, il va falloir simplifier. Le message, Ok. de toute façon, sera intelligible. Ouais, très bien. Patrick Mignon, bonjour Patrick. Bonjour Franck. Vous êtes vice-président de Debout la France. C'est ça. Et vous êtes un très très jeune retraité de... Hein Oui. On est d'accord, hein, De l'aviation civile. l'aviation ouais. civile. J'étais Vous étiez pilote de commandant ligne. de bord, voilà. Très bien. Tariq Dali, bonjour. Bonjour. Vous êtes le numéro 3 et vous êtes conseiller en communication. Oui, je suis également porte-parole de la droite libre et membre du comité directeur du CNI. Ok, vous avez de belles journées bien occupées. Voilà, ça m'occupe. Le 4e s'appelle François Bert. Alors, François Bert, il est écrivain. Hein, il a écrit un très joli roman sur la Grande Guerre. Et alors, vous m'avez recommandé de dire que c'est un roman sur la Grande Guerre à l'usage des dirigeants d'aujourd'hui. Oui. Hein. La meilleure moisson des morts, c'est le sursaut des vivants. Et je décris 72 heures de ce qui se passe dans la tête d'un jeune chef de section au cœur de la guerre Mhm. pour en tirer des leçons aujourd'hui pour tous les chefs qui sont confrontés à la prise de décision. Ok, et vous êtes spécialiste également du discernement. Autrement dit, comment prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations. Voilà. Ok, très bien. Allez, on s'envole tous les 4 ensemble vers le premier sujet. Premier sujet, c'est François de Rugy. François de Rugy qui a sauté par la fenêtre une semaine après des premières révélations de Mediapart. Alors moi, je voudrais vous interroger, messieurs, et vous qui nous regardez, nous écoutez, est-ce que c'est bien légitime que sur la foi d'articles provenant d'un seul média, un ministre, qui plus est ministre d'État, remette sa démission. Avant, c'était mise en examen, et maintenant, il suffit d'écrire dans la presse. Est-ce que c'est légitime ? Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Serge Federbusch. Moi, je crois qu'il est parti parce que sa position était intenable. Personne ne l'a forcé véritablement à partir. Macron a dit que justement, il n'allait pas, il a repris un peu vos propos, c'est-à-dire qu'il n'allait pas juger les gens uniquement sur la foi d'articles de presse. Cela dit, Rugy, son cas était totalement indéfendable. C'est un Pourquoi donc ? apparatchik qui n'a jamais travaillé de sa vie. Jamais, il faut avoir ça en tête. C'est quelqu'un c'est un donneur de leçons patenté qui prétendait justement faire la transparence sur ses revenus, exiger la transparence des autres. Et qu'est-ce qu'on découvre finalement ? Que c'est une espèce de gars qui s'empiffre, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, qui s'empiffre dès qu'il peut mettre les mains dans le pot de confiture et qu'il est président de l'Assemblée nationale, il y va, il fait bombance aux frais de la princesse, aux frais de l'État, aux frais des contribuables, avec des homards géants, des crus à 500 € la bouteille. Alors je sais bien que ça peut paraître dérisoire, mais oui. Ce qui est dérisoire, c'est son attitude. Et je crois que vraiment son cas était indéfendable. Donc on peut considérer que souvent les médias qui grattent là où ça fait mal peuvent parfois être orientés. Il est clair que Mediapart, il y a des choses qui ne vont jamais gratter. Hein. Les affaires de la mairie de Paris, moi j'en sais quelque chose. Plenel est très copain avec Hidalgo qui embauche sa fille, Hidalgo qui lui loue à des conditions avantageuses à Mediapart, donc des locaux. Donc il n'est pas du tout blanc-bleu, comme un homard d'ailleurs. Hein. Le Plenel sur la question. Vous voulez dire après la cuisson ? Voilà, Avant la cuisson. Avant la Oui, cuisson. c'est ça, avant la cuisson. Avant la pardon. cuisson. Bon, évidemment, il n'est pas blanc-bleu, le Plenel. Ouais. Cela étant, Rugy, il est vraiment indéfendable sur cette opération-là. C'est un simple article dans lequel il y a des allégations. C'est quand même suffisant pour faire sauter un ministre. C'est pas nouveau. Mais le Canard enchaîné avait ça comme spécialité. Maintenant, avec les réseaux sociaux... Ne démissionnez pas. Oui, quand même. Si, il y a eu des démissions. On empêche un candidat d'être élu à la présidence de la République aussi. Hein, donc, oui. Moi, je crois que ça a des vertus éducatives. D'abord parce que s'il est parti, c'est qu'il n'y avait pas un seul petit article. C'est que quand Mediapart commence à sortir quelque chose, ils ont beaucoup de biscuits derrière. Pas seulement sur l'article initial qu'ils mettent en ligne. C'était les frais de bouche dont parlait Serge Federbusch. Et il y en a d'autres. Donc je pense qu'il est parti aussi pour stopper la révélation de tout ce qu'il y avait derrière et qui serait peut-être compromettant. J'en sais rien. À Mediapart de dire s'ils veulent publier ou pas. Faut voir. Moi, ça me plaît quand même. C'est vrai que la question se pose, est-ce que les médias ont ce pouvoir de faire démissionner ?
Comme dit Serge, il a les mains dans le pot de confiture trop souvent pour donner des leçons, donc à un moment, il faut qu'il paye. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il y a pas. Non, mais il y a utilisation inconséquente des fonds de la République. Je reviens sur ce qu'a dit François Hollande. Il y a l'enrichissement sur la Bien partie, sûr. sur la partie des impôts, à partir du moment où il défalque ses frais de mandat pour payer le parti et qu'il s'en sert pour réduire ses impôts. Et puis, il y a de l'enrichissement. Hollande a dit très clairement, c'est pas grave, c'est l'État qui paye. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui défende Rugy dans cette affaire? Ça vous a surprenez-moi. Je vais défendre Rugy parce que bon, d'abord, ça commence à bien faire aussi, c'est-à-dire que chaque fois que M. Plenel, qui est quand même un vieux stalinien, sort un truc, le mec démissionne au bout de 3 jours, c'est quand même un peu gênant. Deuxième chose, je vois quand même que c'est un peu le bal des faux culs là-dedans, c'est que si Rugy a réussi à se payer ses dîners au homard, etc., c'est parce que le budget de l'Assemblée le permettait. Or, si le budget de l'Assemblée le permet, c'est qu'ils l'ont voté. Donc, qui l'a voté ? À commencer par les parlementaires En Marche qui lui tombent dessus et qui le lâchent aujourd'hui. Et puis donc on vote des budgets, après on regrette de s'en servir. Alors comme disait Bossuet, Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences. On a des lois qui permettent au président de la République de déclencher le feu nucléaire. On ne va pas dire que puisqu'il a la loi le permet, il peut le faire n'importe quand. D'accord, mais à ce moment-là, il faut. Non, mais c'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle est forcément moralement. Non, mais je suis désolé, mais depuis le temps qu'on dit qu'il faut réduire la dépense publique, on laisse effectivement le train de vie de l'État est énorme, même on mange très bien à l'Assemblée, on mange encore mieux au Sénat. Donc je veux dire que Mediapart voulait la peau de Rugy, ils ont eu la peau de Rugy très franchement, je vais pas pleurer sur ce type qui n'a jamais devenir président du Sénat, qui n'a jamais travaillé de sa vie, sauf que certains qui est un gauchiste, voilà. Mais certains disent un gauchiste, c'est un apparatchik. Certains disent même que les dépenses de François de Rugy à l'Assemblée nationale étaient plutôt en baisse par rapport aux prédécesseurs. C'est bien possible. Barthelone c'est bien possible. Ce qui veut dire qu'il serait assez modéré dans sa... Mais Rugy, c'est un gauchiste, c'est ce que je dis, il donne des leçons à tout le monde. Le sommet avait été atteint par Fabius. Ça me fait plutôt rigoler. Le socialisme hôtelier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce concept. C'est vrai. C'était Fabius qui se servait en fait de l'Assemblée nationale, de l'hôtel de l'AC pour préparer sa candidature à la présidence de la République, qui a lamentablement échoué à plusieurs reprises et qui avait table ouverte. De la même manière que Macron, quand il était ministre des Finances, moi, ce que je veux dire avait table ouverte au ministère avec deux dîners par soir. Un peu ça, c'est la méthode Bill Clinton aux États-Unis. 2 dîners par soir pour recevoir plus de gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence à faire peur. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un article dans le Canard enchaîné ou dans Mediapart, le mec s'en va. Ça commence à bien faire. Oui, certains parlent ça devient très dangereux. Certains parlent de dictature. C'est très ennuyeux. Moi, je pense justement, je vois 2 choses. Il y a un danger, il y a une utilité. Oui. Sur le danger, je vois 2 choses. Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve qu'il y a un vrai danger. C'est aussi un peu les excès de MeToo, etc. Qu'à partir du moment où il y a une dénonciation médiatique, ça a tout pouvoir, et ça je trouve que ça devient très flippant parce qu'effectivement on peut faire une mise à mort simplement sur un effet de rumeurs amplifiées, démultipliées avec, vous savez, je pense un peu, c'est comme la corrida, vous savez, l'opinion française c'est le taureau devant lequel on met une mouletta pour qu'il fonce droit devant sur une émotion rouge vif et tout le monde suit et sans se rendre compte qu'il y a une manipulation. Voilà, rouge homard, et il y a une manipulation. Donc il y a quelque chose de dangereux là-dedans. La deuxième chose dans le danger, c'est que vous comprenez bien, il ne faut pas être non plus naïf là-dessus, que souvent les médias agissent sur commande. Et là-dessus, si vous vous renseignez un peu, vous savez que notamment, il y a une certaine Émilie Frêche, qui est la belle-mère d'une certaine Séverine Servat, qui est la femme de Rugy, qui se retrouve, il y a eu toute une histoire d'un roman qu'elle a publié qui s'appelle Vivre ensemble, dans lequel elle règle des comptes avec et son beau-fils et la mère de son beau-fils, à savoir la femme de Rugy. Donc on sait très bien que Mediapart a agi très fort, a priori, sur des histoires de règlement de comptes privés. Donc faut pas se leurrer, c'est comme au moment de Fillon, on sait très bien, on a martelé Fillon. Je pense que vous vous trompez. Alors je peux juste finir sur la deuxième idée. Donc il y a la partie danger, mais sur la partie utilité, il y a 2 choses. La première, c'est de faire prendre conscience effectivement, parce qu'encore une fois, je pense que ce que vous disiez aussi, il y a beaucoup de gens qui sont concernés, faire prendre conscience effectivement de la déconnexion totale d'un certain nombre de gens en termes de train de vie, en termes de rapport à ces choses-là, quand les Français sont en train d'origine des fonds, etc. En l'espèce, l'origine des fonds n'est pas mise en cause. C'est le budget de l'Assemblée. C'est les fonds des Français. C'est le budget de l'Assemblée. Il ne fallait pas voter des budgets aussi élevés pour l'Assemblée. Et surtout avec l'hypocrisie qu'on voyait, on voit Delphine Bateau qui est en train de donner son morale elle-même, qui s'est fait retoquer. Bon, voilà. Mais la deuxième chose, et je finis juste là-dessus, qui est à mon avis la plus importante,
et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est que le vrai sujet, c'est de voir sur quoi bosse un ministre. C'est-à-dire que moi, je veux bien que Louis XIV fasse des fastes à partir du moment où il fait son job. Je préfère Louis XIV qui fait son job que Louis XVI qui est exemplaire dans sa gestion et qui fait pas le job. Le vrai sujet, et c'est pour ça que les gens sont remontés, c'est de voir un personnel politique... Comment ? Vous êtes sévère avec Louis XVI. Oui, mais c'est le débat historique. Voilà. Encore Bon, le débat historique peut commencer. C'est pour la valeur de contraste. C'est pour la valeur de contraste. On laisse finir François et je vous simplement donne la pour parole. ça, c'est que le vrai sujet, si les gens réagissent autant aujourd'hui sur ça, c'est, on pourrait prendre pareil comparaison avec Poutine, etc. Si les gens réagissent autant, c'est de voir ces fastes alors que rien n'est fait et qu'on a des emplois fictifs de gens qui font que de la figuration et qui font des déclarations en plus morales vis-à-vis des autres sans bosser. Alors, c'est ça qui est absolument insupportable. Le cas Rugy, comme d'autres cas, contrairement à ce que vous pensez, est minoritaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux scandales qui ont été dénoncés. Bon, pour moi, un des pires scandales de l'ère Macron, c'est Ferrand. Qui est directeur d'une mutuelle, qui se débrouille avec une espèce de montage pour que son épouse ou sa compagne récupère un appartement finalement où les débours en fait correspondent aux encaissements de telle manière que ça lui coûte rien en réalité. Bon, c'est véritablement une forme d'abus de confiance, moi j'ose le dire. Hein. Bon, eh bien, ce gars-là, il se retrouve président de l'Assemblée nationale, a d'ailleurs à un moment dire que c'est lui qui allait vérifier la régularité des opérations de Rugy. Oui, et donc il y a de nombreux scandales sous Macron et évidemment avant qui ne débouchent sur rien alors que le scandale est là. Et donc de temps en temps, s'il y en a un qui tombe parce que ça va trop loin. Mais Serge, vous sembliez dire que c'est minoritaire. Il faut s'en féliciter. Vous pensez que c'est minoritaire dans le personnel politique finalement ? Mais regardez le sort de Benalla. Mais regardez le sort de Benalla. Benalla, il a fini par quitter l'Élysée. Encore, ça s'est pas fait tout de suite. Dans des circonstances absolument scandaleuses. C'est quand même une garde prétorienne, un président de la République qui recrute des gens en dehors de la loi pour tabasser et ces gens-là tabassent des opposants politiques. Un scandale pareil, ça aurait conduit à la démission du président de la République dans une démocratie normale, d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Benalla, il a fait 24 heures de garde à vue et encore. Donc on est quand même en France, dans une situation de grand laxisme. Non, c'est aussi la capacité du pouvoir exécutif à interrompre les poursuites. Absolument. Et ça, c'est un vrai sujet, un vrai problème. Et donc, la norme aujourd'hui en France, c'est quand même le scandale impuni. Et que de Rugy, mais vous pensez pas que c'est pas une mauvaise chose. Le contre-pouvoir à attendre là, il n'est pas dans les médias, il est dans la justice. Ce qui est scandaleux, c'est par exemple qu'on a vu qu'il y a eu une déclaration qui a été faite, je ne sais plus qui a fait une déclaration à propos de l'affaire Benalla. Pour faux témoignage, il y a eu un abandon de poursuite. Il a été, oui, ça a non, c'est pas du tout ça. La commission parlementaire. Comment ? Bon, c'était devant la commission. Voilà. Le vrai sujet, il faut laisser à la justice son pouvoir de trancher là-dessus. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est que la justice, sur certains points, et c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, puisse faire son boulot avec indépendance. Mais il ne faut pas laisser au pouvoir médiatique ce pouvoir. Patrick Mignon, il n'y a pas une forme de moralisation de la politique qui serait quand même en train d'être mise en place ? Nous, on voit bien que les ministres font très attention. Nous, évidemment, on l'appelle de nos voeux. Alors d'abord, Tariq a dit, le budget, il a été voté, le budget de l'Assemblée nationale. Le problème en cause n'est pas le montant des dépenses, avec les homards, les grands crus, etc., même si ça choque sur fond public. C'est qui il a invité. Le président, comme l'a dit Serge Federbusch, si c'est le roi Louis XIV qui reçoit et qui a une influence, c'est bien utilisé. Si c'est le président de l'Assemblée nationale qui fait le même dîner, mais qui valorise la France, là, c'était des dîners entre copains avec des journalistes complices. On revient sur la mission. C'est là que ça va pas. Alors, moralisation, nous, c'est simple. On a clairement mis dans tous nos programmes depuis très longtemps que tout citoyen qui est condamné définitivement après épuisement de tous les recours pour un crime ou pour un délit, notamment délit financier, puisque en l'occurrence il y a peu de crimes quand même à ce niveau-là, purge sa peine, ce qui fait qu'il a payé sa dette à la société, ça c'est pas remis en cause. Par contre, il a fauté moralement à l'égard de tous ses concitoyens, il ne peut plus être éligible à quelque fonction que ce soit. Mais si on mettait en place... Attendez, si on mettait en place ce système, il y aurait une moralisation réelle, c'est-à-dire que je vous dis tout de suite que, avant même d'engager des fonds, ils se demanderaient ce qui va se terminer parce qu'ils savent que le coup près, c'est la fin pour des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont vécu que de la politique, si c'est le licenciement à vie.
de la vie politique. Mais le problème là-dedans, c'est que, encore une fois, ce sont les médias qui choisissent leurs victimes, parce que je suis désolé. Le premier responsable de ça, le premier coupable, c'est Macron lui-même, puisqu'il est établi que pendant sa dernière année au ministère de l'économie et des finances, il faisait très exactement ce que faisait Ruggie. C'est-à-dire, il invitait ses copains pour pour préparer sa campagne présidentielle. Il faut avoir les preuves. Voilà. Mais bien sûr qu'on les a. Mais on les a. On les a, sauf que Mediapart ne s'intéresse pas à lui, que personne. Mais il n'y a pas que Mediapart. Que les médias, que les juges s'y intéressent pas. C'est que la démission de Macron est impossible, à la fois juridiquement et politiquement. Il est protégé pendant son mandat. Et donc, bon, il est protégé par les médias, mais pas par son mandat. Il est protégé par sa fonction. Il ne peut pas être poursuivi pénalement. Donc après établir que tel dîner, c'est avec des copains, machin. Il suffit qu'il y en ait un. Il suffit que sur les 10 invités, il y en ait un qui soit un type important. Après, c'est vachement compliqué. Moi, je ne parle pas de puritanisme à l'anglo-saxonne. Je parle pas de puritanisme. Ou à la suédoise, où un ministre a démissionné. Je vous rappelle qu'un ministre a démissionné pour une barre chocolatée. J'entends. Il y a même un président allemand qui a été obligé de partir pour 6 mois pour une soit 500 €, 900 €. Je me permets d'insister là-dessus. Le vrai sujet, c'est la mission, encore une fois. C'est-à-dire de voir en quoi les gens contribuent et bossent et rebossent sur la manière dont ils gèrent les affaires du pays. Mais c'est pas très factuel. On parle de moralisation de la vie politique. Moi, je peux vous donner le contre-exemple le plus abouti que je connais de la moralisation de la vie politique. Ça s'appelle la Légion étrangère, où j'ai eu la chance de servir, où tous les gens viennent avec des dossiers, on en fait des bons mecs. Super. C'est-à-dire que c'est pas... Mais pas avec tous les dossiers non plus. C'est pas le dossier de départ qui compte. On n'admet pas les assassins, il y a plein de limites quand même. Mais bien sûr. La Légion étrangère. Pendant l'Indochine et l'Algérie, il y avait Il y a peut-être une exception. Mais si vous voulez, le vrai sujet, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est passionnant, et puisque mon sujet, c'est les chefs, le boulot d'un chef, c'est ça, c'est d'employer quelqu'un de la bonne façon. Il a deux mains qui s'appellent l'intelligence de l'envie, l'intelligence de la contrainte. On en parlera sur les histoires de quotas de formation, etc., avec les bourses. Mais le vrai sujet, c'est comment j'emploie quelqu'un pour qu'il fasse un bon boulot. Et donc, la vraie moralisation de la vie politique, ce n'est pas le dossier de départ, parce que tôt ou tard, des gens qui arrivent avec des bons dossiers, à partir du moment où ils sont inemployés, l'oisiveté est mère de tous les vices, ils se retrouvent au contact d'argent, de trucs, ils vont faire n'importe quoi. Le vrai sujet, c'est d'employer ces gens à faire leur mission. Non, mais ce qui choque, c'est pas ça. François, c'est pas qu'un ministre fasse son boulot ou pas, parce que c'est compliqué. C'est compliqué à évaluer. Là, aujourd'hui, les commissaires... Mais vous prenez l'exemple de Louis XIV. Qui faisait le boulot sous Louis XIV? C'était le roi, mais c'était pas lui essentiellement, c'était Colbert. Bon, et Colbert, il travaillait sans cesse, il faisait pas bombance, et il il s'est extrêmement enrichi. Il avait pas un bon, il avait la preuve. Non mais attendez, il menait pas grand train. Je suis pas certain que la comparaison avec Louis XIV. Non mais ce que je remarque surtout, il y a deux choses quand même que je remarque, c'est que on n'a jamais vu un ministre démissionner pour incompétence. Castaner, il en sait quelque chose. Non, il démissionne parce que voilà. Alors, en plus, d'ailleurs, on voit le résultat. D'ailleurs, là, je vais encore dire du bien de Macron, mais Ruggie ne servait à rien. Il est tombé malade ou quoi? Non, mais la preuve, c'est qu'on le remplace pas, puisque il y a un ministre de moins, du coup, c'est comme ça qui est... Non, elle va être remplacée. C'est Elisabeth Borne. Non, Elisabeth Borne cumule la fonction. Ah bon? C'est ça. La fonction qu'occupait. Parce que les transports ont très souvent été intégrés à l'écologie. Donc ça fait un ministre de moins. Donc je suis désolé, je dis du bien de Macron, mais en l'occurrence, ça fait un ministre de moins. La preuve, c'est qu'il ne servait pas à grand-chose. Et d'ailleurs, ce ministère de l'écologie, excusez-moi, la transition, machin, etc. D'ailleurs, on en a fait un ministre d'État. C'est pour bien s'afficher, pour dire que l'écologisme, c'est bien et tout, mais c'est du bidon. Enfin, sauf que, pardon, mais c'est bien la preuve. On peut se gausser de l'écologie. Il n'empêche que ça devient un sujet majeur, c'est un sujet clivant. On l'a vu pendant les élections européennes. Faut dire que lorsque vous matraquez à longueur de journée, à longueur de cours, dans les écoles, on vous matraque que c'est pas bien, de machin, de ceci, de cela, qu'il faut faire ça si c'est interdit, ça c'est obligatoire. C'est sûr qu'au bout d'une génération, on arrive à faire. Voilà. Tariq, c'est un sujet politique. C'est un sujet, c'est un sujet idéologique, un vrai de problème. fusionner les deux ministères parce qu'il montre bien que de toute façon, voilà, exactement. C'est une bonne idée. Ça fait un ministre de moins, un ministère de moins. Mais clairement, si c'est de la pure démagogie, c'est. Non, mais on est passé de Hulot à Ruggie, que peu de gens connaissaient, il était député de Loire-Atlantique, et on passe maintenant c'est pour ça qu'il était... Non, je connais bien la Loire-Atlantique. Le transport aérien de Nicolas Hulot pour ses émissions était fort peu écologique. Mais je crois que ce qui est important, la préoccupation... Ce ne sont que des démagos. La préoccupation de Macron. C'est l'idéal de la démagogie. La plupart des écolos mais dites ça aux jeunes électeurs. Mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors je vais vous expliquer un truc qui m'a beaucoup choqué lors des dernières élections européennes. Je suis allé voter.
d'accord, dans une école. C'est bien, Eh bien, moi aussi. quand on va voter dans dans cette école-là, comme dans beaucoup d'écoles, je suis passé par un couloir avant d'accéder à la salle où il y avait les bulletins de vote et les isoloirs, où il y avait des deux côtés des affiches sur la crise écologique, la crise climatique, etc., etc. C'est-à-dire que l'électeur qui s'en va benoîtement voter, prendre un bulletin, passe d'abord dans une école c'est bien ce que je te disais, il est confronté à 30 mètres de propagande écolo. Lavage de cerveau des enfants tout le temps, c'est des enfants, c'est une école. Voilà, c'est un véritable problème. À propos de moralisation très rapidement. C'est vous qui aurez le dernier mot, Patrick. Encore une fois, c'est pas dans mon esprit d'avoir le puritanisme à l'anglo-saxonne, mais c'est quand même une prise de conscience des Français. On a un peu trop l'habitude en France de s'amuser avec le pot de confiture. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et pas vu, pas pris. Ce genre de dicton me hérisse au plus haut poil. Je suis pas un puritain anglo-saxon, mais j'ai envie que les choses fonctionnent proprement. Et comme ça, si tout le monde avait cette mentalité-là, moi j'ai été éduqué comme ça, ma formation militaire m'a fait comme ça aussi. Donc quand je fais ça, quand je faisais mon métier de commandant de bord, je le faisais le mieux possible et sans m'en servir pour m'enrichir ou faire des choses personnelles au détriment d'autres choses. Je dis très clairement que si tout le monde avait cet état d'esprit sans aller jusqu'au puritanisme anglo-saxon, peut-être que nos représentants, qu'ils soient députés, ministres ou présidents, se comporteraient nettement mieux parce que c'est leur éducation de base. Ok, merci beaucoup. Alors on va en rester là parce que je sais qu'on pourrait durer longtemps sur ce sujet, le débat sur la moralité politique. Je suis certain que l'actualité nous y ramènera. Non, croyez-le bien. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour le sujet suivant. À tout de suite. Rebonjour, sujet numéro 2 de Tête à Clash, la discrimination positive. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est que Sciences Po a annoncé qu'à partir de 2021, il y aurait un quota de boursiers et donc un certain nombre d'actes qui seraient faits pour que la proportion de gens venus de minorités, et particulièrement de minorités sociales, augmente dans Sciences Po. Et j'ai creusé la question et je me suis rendu compte que cette discrimination positive, elle était déjà en œuvre dans Parcoursup et que, en réalité, en France, ce qui posait gros débat et bronca il y a une dizaine d'années est maintenant en train de s'inscrire dans les mœurs. Et bien moi, je voulais savoir si les quatre hommes qui sont présents autour de cette table étaient d'accord avec ça. Ils trouvaient légitime que Sciences Po, que les grandes écoles maintenant et les universités laissent la place à un certain nombre de gens venus de minorités. Cette histoire-là n'est pas pire que ce qu'on connaît déjà depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire c'est la parcellisation, c'est la communautarisation, c'est cet épouvantable oxymore de discrimination positive importée des États-Unis, affirmative action. Ce qui ne veut pas dire du tout la même chose. Discrimination positive fait un peu peur, affirmative action, c'est plutôt... Exactement, ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est comme ça qu'on le traduit en français. Ça fait quoi ? Ça fait plusieurs générations maintenant qu'on habitue les gens, donc effectivement, on est mitridatisé par ce genre de choses. Donc on n'y fait pas attention parce que c'est rien de plus qu'une pierre supplémentaire à cet éclatement de la société en communauté, en minorité. On veut montrer les minorités. Autrefois, l'assimilation, c'était la minorité devait être invisible, elle devait se fondre dans la communauté nationale. Aujourd'hui, non, chacun veut sa différence et chacun impose sa dictature. C'est la dictature des minorités, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de nouveau. Non, si, c'est nouveau et c'est beaucoup plus grave que ça. C'est pas légitime de favoriser l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi ils font ça ? C'est pas pour faire de la discrimination positive, en réalité, à Sciences Po en particulier. C'est un alibi. C'est pour en finir avec le principe du concours par épreuve ou de l'examen par épreuve écrite anonyme. Ça permet d'avoir un alibi. Moi, quand je suis entré à Sciences Po, on entrait à Sciences Po, d'accord, Paris, avec des épreuves écrites anonymes et bon an, mal an, dans le lot des gens qui réussissaient ces épreuves, il y avait un certain nombre d'anticonformistes. C'est exactement ça, Serge. C'est-à-dire que... Non, parce que anticonformiste ne veut pas dire quand on passe des milieux ouvriers. Mais d'anticonformistes, peu importe d'où on vient, on peut penser différemment, ouvrier, bourgeois, aristo, peu importe. Là, qu'est-ce qu'ils font ? Et ça a commencé avec Richard Descoings. Ils utilisent le prétexte des gens qui viennent de banlieue pour dire, comme on va faire de la discrimination positive, justement, on est obligé de travailler sur dossier, parce que sinon, il faut bien un dossier, ou alors voir les gens dans un oral, parce que sinon, dans un écrit anonyme, on ne sait pas d'où ils viennent. Et donc,
comme on va faire ça, eh bien, on met de côté le principe de l'égalité républicaine de l'épreuve écrite anonyme. C'est fait, en réalité, pour permettre à l'oligarchie et à ces écoles et petites écoles de choisir, de se coopter et d'éviter que des gens qui pensent différemment, mais bien sûr, c'est un alibi, en fait, contre-productif qui va à l'opposé, en réalité, de son objectif affiché et qui cherche à éliminer tous les gens qui pensent différemment. Ils peuvent penser différemment en étant noirs, arabes, blancs, peu importe. Ils peuvent penser différemment en étant aristo, prolo, peu importe, mais ils pensent différemment. C'est ces gens-là qu'on veut éliminer par le biais de l'oral où la note de gueule et la note de conformisme, la note de conformisme va l'emporter. Et l'alibi pour parvenir à ça, c'est de prendre 5, 10, 15% de gens sur dossier dans les banlieues. Donc, c'est un mensonge. Mais ce n'est pas contradictoire de cette volonté de parcelliser la société. Non, c'est beaucoup plus grave. Ça va beaucoup plus loin. Le but, c'est celui-là. On arrive à ça, mais ça, on le sait. C'est une atteinte au principe d'égalité réelle par des gens qui, en réalité, veulent coopter des gens qui leur ressemblent. C'est tout. C'est le contraire de ce qu'ils Serge, je vais vous raconter l'histoire de ma famille qui est très typique de la famille française. Ça va aller très vite. Il y a 3 générations paysans, il y a 2 générations instituteurs, il y a une génération, peut-être 2 professeurs, et ensuite, depuis 3 générations, tout le monde a son bac, tout le monde fait des études sup. Okay, bon. Je mets ça en regard, donc on va dire 3-4 générations pour véritablement changer d'origine sociale. En France actuellement, il faut 6 générations pour passer des couches les plus basses à la France moyenne. 6 générations. Est-ce que ça ne dit pas quand même qu'il y a un problème d'ascenseur social? Ça me semble bizarre. Ce sont des il y a un problème d'ascenseur social, mais c'est pas la suppression de l'épreuve écrite anonyme qui va le régler, au contraire. Déjà, tout à fait d'accord avec Serge, c'est une rupture de l'égalité républicaine de base. Une discrimination, qu'on l'appelle positive ou négative, c'est une discrimination. Okay. Et en ce sens, elle est non républicaine, anti-républicaine. Je rappelle que même les droits si de l'homme... elle rectifie... Non, elle rectifie rien, elle amplifie des choses où elle masque d'autres problèmes, et derrière on se retrouve avec une bombe à retardement, le vivre ensemble et le communautarisme. Je suis d'accord avec Tariq. Par contre, les droits de l'homme, c'est pas l'égalité des résultats. La déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont les mêmes droits, mais on ne garantit pas que celui qui bosse plus va arriver au même niveau que celui qui n'a pas bossé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Vous voulez vous voulez faire marcher l'escalier social. C'est ça l'idée. J'aime bien l'idée d'escalier social parce qu'il faut monter à pied plutôt que l'ascenseur où on a juste à appuyer sur le bouton pendant que les autres produisent l'électricité. L'escalier social qu'il faut gravir avec des difficultés. C'est vrai que ceux qui partent de plus bas, de la cave ou d'ailleurs, ils ont plus de marche à faire. Peut-être qu'ils sont plus difficiles, mais il y a les bourses pour ça. Mais c'est ça dont on parle. Non, mais c'est admettre des boursiers. Non, c'est des quotas. C'est pas les bourses, c'est les quotas d'embauche dont on parle. Ah oui. Les quotas de recrutement sélectionnés sur la gueule du client, comme l'a dit Serge. Je suis désolé, moi, ce qui doit rétablir l'égalité républicaine, c'est pour l'égalité des chances et l'égalité des droits, c'est la bourse. Et en plus, là, je vais peut-être faire hurler, mais je pense que vous serez d'accord. L'ensemble des aides d'État doit être plafonné. C'est-à-dire qu'une même famille ou un même individu qui a déjà bénéficié d'assistance par-ci, par-là, eh bien, il ne faut pas non plus que ce soit toujours vers les mêmes groupes ou les mêmes personnes, individuellement, que les fonds de l'État se dirigent. Parce que tout ce qu'on donne à l'un ne va pas à l'autre, qui est peut-être aussi méritant. Ouais. Et néanmoins, alors, je vais vous citer, et je vais vraiment me faire l'avocat du diable. Tout le monde dit, en gros, personne n'est choqué, parce que dans les grandes écoles, il n'y a que des blancs. Et, pardon, c'est le contraire. Les gens sont choqués parce qu'il y a... Non, c'est le contraire, excusez-moi. Les gens sont choqués parce qu'il n'y a que des blancs dans les grandes écoles, et personne n'est choqué parce qu'il n'y a que des enfants d'immigrés dans les lycées techniques. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là ? Il semblerait quand même que les photos de classe disent, on voit bien, à l'ENA, à Sciences Po, il y a très peu de différence entre les gens et il y a une grande homogénéité dans les lycées. Mais c'est la conséquence. C'est pas un problème, mais c'est la conséquence de ce dont je parlais tout à l'heure. On a éclaté la société en communautés. Je suis désolé, mais il y a 50 ans, il y avait des Noirs, il y avait des absolument. Immigrés. Il y a 50 ans, ça fonctionnait. Mais c'était à l'époque où chacun ne réclamait pas son fromage pour lui,
pour se différencier. Tout le monde se fondait dans la communauté nationale, il faisait corps avec la nation, il s'assimilait à la nation, et on ne faisait pas attention si un tel était noir, il était ceci, il était bègue ou il était charton. Je vais vous lire, je termine pour terminer, Patrick a fait allusion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vous lis l'article 6 parce que c'est quand même essentiel. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Oui. Donc la distinction, c'est pas parce qu'il est noir ou parce qu'il est ceci, il est cela. Bien sûr. C'est l'endroit. La question, c'est les filtres d'accès à certaines fonctions. Mais François Bert, vous avez été très discipliné, je vous rends hommage. Incroyable. C'est la Légion. CRS, c'est des restes. Pourtant... j'ai rebelle par nature. Mais c'est pour ça que je suis pas resté longtemps là. Vous faites une très bonne transition. C'est-à-dire que on voit effectivement le constat de ce qui se passe aujourd'hui dans les emplois, mais comme toujours, il y a un bon diagnostic, une mauvaise solution. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux maladies. Ça révèle deux maladies. Une maladie du service et une maladie de l'éducation. Maladie du service. Vous êtes Sciences Po, en fait. C'est toujours en deux parties. Non, ou trois. Je ne suis pas du tout Sciences Po. Légion étrangère. Deux parties. Première partie. François Bert. Ils sont fous sur TV Liberté. Sur la maladie du service, c'est que, vous voyez, on raisonne toujours, les gens ne se rendent même plus compte que ça, on se raisonne en droit. Et au droit, il ne faut pas opposer tant les devoirs que la contribution. Ce qui fonde quelqu'un qui accède, on parlait des vertus, des talents, etc. Ce qui fonde quelqu'un qui postule à des emplois publics, c'est le service. C'est-à-dire ce qu'il veut donner à l'endroit où il postule. C'est pas ça, c'est la formation dont on parle. Attendez, c'est avant-bac et post-bac, François. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas raisonner en disant il faut à tout prix qu'on donne à tout le monde le droit d'y accéder. On veut d'abord dire la vraie question, et moi je m'amuse souvent à poser cette question, en recrutement, question qu'on ne pose plus. Oui. Qu'est-ce que tu veux apporter à l'entreprise ? Là où tout le monde dit qu'est-ce que tu veux trouver dans l'entreprise ? Ça, c'est Kennedy. Qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien oui. Et donc, ce qui fonde dès le départ toute démarche de quelqu'un, c'est la contribution, c'est la mission. Qu'est-ce que tu veux donner ? À partir du moment où on s'approche de Sciences Po ou de l'ENA et qu'on veut contribuer à la politique, c'est qu'est-ce que tu veux donner ? Donc vous suggérez que ce soit une question posée aux impétrants. Et que c'est ça qui, au départ, donne l'alignement. Ça, c'est sûr. Et pour donner le meilleur exemple que j'ai connu, j'ai la chance d'être en lycée militaire, en prépa militaire, dans lequel c'est ce qu'on appelle l'aide au recrutement, où j'étais à côté de fils de serruriers, de fils de gendarmes, de fils de gens très très simples, qui étaient tous venus là parce qu'ils voulaient s'engager, ils avaient quelque chose à donner. Et ils venaient de milieux sociaux extrêmement différents, mais ils s'étaient arrachés, ils s'étaient donné du mal pour y arriver. La deuxième chose, c'est que sur la maladie de l'éducation, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est effectivement qu'on n'est plus dans une logique d'exigence. Je parlais tout à l'heure des deux mains du chef, l'intelligence de l'envie et l'intelligence de la contrainte, et que à force de simplement vouloir prendre en compte indéfiniment les disparités des gens et mon petit chéri, comment ça va, on n'exige plus des gens. Et c'est ça qui hisse tout le monde vers le haut. Et pareil, on parle de Légion, mais c'est pareil de toute carrière militaire. On parlait d'assemblage de personnalités d'origine différente. C'était une grande vertu du service militaire. Tout le monde en bavait ensemble, tout le monde se hissait ensemble, tout le monde contribuait à l'effort. Alors, la deuxième chose, François, ça veut dire que vous êtes favorable aux internats d'excellence, sortir des gens de leur milieu. Ma deuxième idée, c'est que il faut pondérer ça avec autre chose qui est l'intelligence des talents dont on parle. C'est-à-dire que là, moi, c'est tout mon sujet. Vous savez que la première partie de mon entreprise, c'est vraiment d'orienter les gens par rapport à leur personnalité. Une des grosses erreurs qu'on a, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviens là-dessus, je forme des chefs, y compris des commissaires de police, et je me rapproche d'un certain nombre d'autres institutions de l'État pour former au discernement. C'est que ce qui fait un chef dans sa mission, c'est une qualité qui n'est pas dans le système scolaire, qui s'appelle le discernement. Comme il y a des qualités qui sont des qualités de lien. Aujourd'hui, on ne sélectionne les gens que sur des critères cérébraux de premier de la classe. Moralité, on trouve des stars énarques qui sont complètement non contributeurs, on revient à ma mission, sur le sujet. Là, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle des autres formes d'intelligence. Là, il faut rééquilibrer les choses, et je finis avec ça. Là où il faut rééquilibrer les choses. Quand il parle pas, il parle pas, mais alors c'est une tactique assez efficace. C'est vrai, c'est le tapis. Voilà, mais c'est que là où il faut rééquilibrer les choses, c'est pas de donner les gens, pas permettre aux gens d'accéder par rapport à l'origine sociale, c'est pas le sujet. Et la bourse, comme vous disiez, donne les moyens pour c'est fait pour ça. Mais le vrai sujet, c'est d'intégrer dans le recrutement
l'ensemble des talents des gens et pas faire juste des machines à répéter des connaissances. Ok, mais comment on fait pour intégrer des boursiers dans les grandes écoles ? La discrimination positive, il n'y a pas que, comme inconvénient, il n'y a pas que la note de gueule et le piston. Il y a des tas d'autres choses. D'abord, qui décide et comment on décide de tel et tel pourcentage. Alors, il va falloir quoi ? Il va falloir 5% de noirs, 5% d'arabes, 5% de chinois, 5%... Bon, ça, c'est du fantasme. Non, c'est pas du fantasme, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même définir des critères et on sombre forcément dans le communautarisme, dans la revanche, dans les frustrations et dans tout ce qu'on veut. Et puis aussi, il y a un vice de construction Parcoursup, c'est pas ça, Serge. Profond. Même Parcoursup, c'est un truc... Moi, j'ai des revenus qui ne sont pas négligeables du fait de mon activité professionnelle, du fait des efforts que j'ai pu faire dans la vie. Mes parents étaient prolétaires, ouvriers. Donc, j'ai absolument... par le biais de l'escalier de la société... mes enfants aujourd'hui, dans les collèges parisiens, alors qu'ils avaient des bonnes notes et qui en habitaient à côté des collèges, etc., ils ont été évincés de certains collèges parce que justement, il y avait des boursiers qui avaient des notes et des coefficients qui augmentaient leurs notes de manière complètement démente et outrancière. Bon, ils étaient envoyés dans des collèges et des lycées qui étaient à plusieurs kilomètres de là et loin de là, alors que normalement ils répondaient à toutes les cases. Donc ça génère aussi beaucoup de frustration et beaucoup de rentes de situation. Et tertio, le point négatif aussi, c'est que on est dans un discours où on nous dit il n'y a pas de race. D'accord ? Les races, ça n'existe pas. Bon, très bien, dont acte. Admettons que la science ait validé cette hypothèse. Bon. Et ensuite, il faut quand même des discriminations en fonction des origines et des races. Mais alors, qui décide de quoi ? Si on se définit aujourd'hui, moi, j'ai envie de me définir, par exemple, comme une femme noire, d'accord ? Et je demande le bénéfice de tous les quotas réservés aux femmes noires, parce qu'au fond de moi-même, je suis une femme noire. Donc, on est en plein cette histoire de discrimination positive. Dès lors qu'elle passe de l'objectif de la compétition anonyme écrite au subjectif de la note de gueule, des quotas et des préférences, et de la discrimination politique, en fait, c'est de la discrimination politique, aboutit à un monstre qui est ingérable, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il ne faut pas que ça se passe en France. Je voudrais quand même qu'on s'arrête une seconde. Aux États-Unis qui est amusante, mais si j'y tiens. Je l'aime beaucoup celle-là, c'est qu'il dit aux États-Unis, c'est les Arabes qui ont commencé à demander à être considérés comme une classe à part pour bénéficier d'affirmative action parce qu'ils sont considérés comme blancs, donc ils ne bénéficient de rien. C'est surtout que la candidature de Serge Federbush est celle d'une femme noire. Et donc ça va révolutionner l'élection. Si je gagne pas au premier tour après cette révélation... C'est Barbu qui était sur je sais plus quelle chaîne de télé qui disait comment vous savez que je suis un homme, je sais plus quoi. Non, c'est le clone. Non, il disait je ne suis pas un homme. Non-binaire. Je ne suis pas un homme. Bon, alors typiquement, Patrick Mignon. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces discriminations soi-disant positives contribuent à morceler totalement, et il y a derrière l'esprit de revanche. Je vous ai transféré, Franck, et on en parlera certainement une autre fois, l'histoire de l'université d'Evergreen aux États-Unis, que tous les spectateurs aillent regarder ce qu'il y a sur YouTube là-dessus, c'est édifiant, c'est consternant. Evergreen, voilà. Université dans l'État de Washington. Et ça menace en France, c'est même déjà en cours avec les fameux camps des coloniaux, etc., interdits aux blancs. Les réunions racisées. Mais Patrick, et vous tous, comment on fait pour s'assurer qu'en France, il y ait de la mixité sociale et que les gens puissent s'élever dans la société? Par l'anonymat et la qualité de l'enseignement. La bourse, on en parle. Et la qualité de l'enseignement. C'est un peu le sujet. L'internat dans les zones difficiles. Donc les internats d'excellence, c'était exactement, c'est une bonne idée. Et ça, c'était Blanquer du temps où il était recteur. Et puis c'était Richard Descoings. Les gens ont aussi l'enseignement au plus bas niveau d'exigence. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'éducation nationale a beaucoup de niveaux, fait pas son boulot, elle est là, j'ai rien à vous enseigner, ça vient de vous. Mais cette exigence de départ qui lance les gens en orbite sur... Mais c'est ce que je viens de dire sur Evergreen, un discours très ferme. Si on apprend à lire, écrire et compter dans le primaire, dans 25 ans, on parlera, c'est l'abandon du système éducatif. On voit les profs blanchâtres et lobotomisés, ils sont complètement dominés. Autre chose, l'article que vous nous avez proposé du Monde qui parle de ces quotas, très intéressant parce qu'il parle, il y a quelqu'un, cet auteur, qui a Camille Stromboni, je crois, j'ai pas mes lunettes, oui c'est ça, Camille Stromboni, a dit que l'université et les grandes écoles construisent les inégalités. Et elles rêvent d'un monde utopique de l'égalitarisme parfait. Mais c'est n'importe quoi. Parce que si
dans la construction, depuis le départ, depuis la petite enfance, l'école, le collège, le lycée, l'université ou les grandes écoles, l'armée, tout ce qu'il fait. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y ait une compétition qui s'instaure pour faire quand il y a un choix, tout le monde, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Dans l'entreprise, c'est une compétition permanente. Donc, si on l'a fait sur quoi? La capacité à coucher avec un tel ou un tel, ou la couleur des yeux. Ça existe déjà. Oui, mais justement, si vous fonctionnez à l'anonymat, et à la compétence, à la disponibilité, c'est-à-dire en fait, grosso modo, toutes les qualités d'un chef, c'est-à-dire compétence, disponibilité, exemplarité, qu'on n'a pas mentionné encore, et bien là, vous avez des critères objectifs qui ne sont pas liés à la race, à la couleur de peau, des yeux, la longueur des pieds, et ainsi de suite. Je suis désolé. Il faut absolument revenir à ces mesures et je parle de l'émotion. Vous avez parlé du manque de mesure de la capacité émotionnelle des candidats. On en a marre des machines qui savent parfaitement calculer mais qui ne savent pas interagir avec leurs concitoyens. Ils ne seront jamais de bons chefs pour la bonne raison qu'ils sont hyper compétents mais ils sont plantés sur la Lune et ils n'en redescendent pas. Donc voilà, c'est tout. Je vais céder la parole à François Bert. C'est vous qui aurez le dernier mot. Là, je reviens moi sur cette dimension de contribution. C'est-à-dire que je vais vous imposer 3 schémas. Vous savez ce que c'est qu'un leader ? Ça, c'est le leader politique par excellence. Ça s'appelle le leadership centripète. D'accord. J'embarque les gens sur ma gueule. Sarkozy dans sa splendeur, Macron dans sa splendeur. Le problème de ça, c'est une tornade. C'est-à-dire que je clive, j'embarque sur moi, c'est aléatoire. Si je disparais, tout s'écroule. Et surtout si je suis mauvais. Voilà. Si je suis bon, ça ressemble au père Rubus. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est le leadership Hollande, l'autodispersion. Leadership centrifuge. Et là, on est dans ce qu'on vient de décrire exactement là-dedans. Je veux m'occuper de tout le monde pour que tout le monde se sente reconnu pour ce qu'il est. Je donne aucune direction aux gens, je m'occupe de tout le monde. C'est l'autodispersion. C'est quoi le leadership ? C'est ça. Le leadership, c'est un leadership qui est centrifuge autour de la mission. Le boulot d'un chef, c'est de mettre en orbite tout le monde par rapport à la mission. De donner à chacun, et c'est le mot-clé pour moi, l'utilité. L'utilité, c'est quoi ? C'est l'alignement du talent sur la victoire collective. C'est comment je te dis ce que tu es a un sens, comment je lui trouve une place pour que ça contribue à la mission. La question, c'est comment j'ai dans mes troupes des gens différents pour tous les élever ensemble. Et c'est ça justement, précisément, et c'est le boulot d'un bon chef et le boulot du coup que devraient avoir des institutions comme celle-là, c'est dire aux gens qu'est-ce que tu veux apporter et que par contre après dans l'emploi, les gens, et c'est le boulot du chef, soient capables de dire voilà ce que tu es, voilà ce dont on a besoin. Et voilà comment je te mets en orbite par rapport à ça. Et le boulot du chef, au passage, c'est de passer son temps à déterminer les objectifs pour donner une vision d'étape aux gens, pour embarquer les gens de la bonne façon. Ok, très bien. Merci. Moi, je sais pas, mais moi, je signe avec François Bert. C'est bien. Moi, je vais essayer de récupérer les papiers. C'est ça. Et bien sûr. Vous, candidat, vous êtes forcément un chef d'équipe aussi. Vous devez entraîner des gens avec vous. Bon, la réalité objective contraint à dire qu'on part quand même dans une situation difficile. On a les médias contre nous, les médias dominants en tout cas. Bon, on n'est pas une espèce de machine de guerre mise en place par Macron et Hidalgo. Mais justement, c'est uniquement par le fait de fédérer les gens, de créer une émulation. Le maître mot, c'est l'émulation dans tous les domaines. Il faut créer une émulation. Et je pense que cette émulation, on va la créer pendant la campagne. On l'a déjà créée, ça m'est déjà arrivé dans l'existence. Et bien, cette émulation, elle nous conduira à la victoire, même si les jeux peuvent paraître impossibles au départ. Ok, on se reverra, Serge, parce qu'il est certain qu'une fois, il y aura un sujet sur les candidats à la mairie de Paris. Et je vous ferai ce qu'on appelle un hot seat. Je vous ferai, vous, au centre... Je vais pouvoir m'asseoir quand même. Oui, vous pourrez vous asseoir. Et puis d'autres autour pour vous questionner et vous remettre en cause. Mais ça, ce sera après l'été. On se retrouve dans quelques secondes pour le 3e et dernier sujet. Vous allez voir, il est pas mal estival. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce dernier tête à clash de l'été, je l'avais fait l'année dernière, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, j'espère que vous l'aimerez aussi, c'est vos points de vue culturels, vos bouquins préférés, vos films, ceux que vous recommandez, pour qu'on parte chacun avec des petites billes. Moi, je me souviens l'année dernière, j'avais embarqué des bouquins qui avaient été recommandés. Voilà, donc chaque invité est venu, alors certains avec des munitions. Patrick Mignot, j'ai jamais vu ça.
D'autres beaucoup plus light, c'est Serge, mais ça pèse son poids, c'est fait pour assommer sa belle-mère. Tariq, il y en a quelques-uns, et François, c'est plutôt light, et moi je suis au milieu aussi. Allez, qui commence ? On va commencer par Serge. Le signe noir. Alors d'abord, c'est un de mes fils me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est son choix plutôt que le mien. J'ai commencé à le lire, effectivement, c'est intéressant parce que c'est une espèce de somme sur en fait une thèse. C'est un roman ou Non, c'est une espèce d'essai historique et politique et social et scientifique aussi, puisque c'est un matheux au départ. Vous me le passez que je le fasse voir ? Voilà, c'est un matheux au départ. Matheux au départ, d'accord. Et un très bon matheux Nassim Nicolas Taleb. Ouais, c'est donc un Libanais. Et son idée, c'est qui est pas une idée extrêmement originale, mais c'est présenté de manière assez originale et surtout c'est bien détaillé dans toutes ses ramifications. C'est de dire à quel point les événements importants sont imprévisibles et que justement c'est l'imprévisible qui va gouverner le monde et qu'il y a des espèces de phénomènes de rupture qui ne peuvent pas être prévus, qu'on ne voit pas venir et qui vont déterminer tout le cours des événements, aussi bien personnels que historiques. C'est les événements aléatoires, c'est ça ? C'est plus complexe que l'aléatoire, c'est l'imprévisible. D'accord. Et donc, parce que l'aléa peut toujours être... on peut essayer de le définir, tandis que l'imprévisible radical, c'est autre chose. Et donc, moi, j'essaie de voir comment ça peut nous permettre de comprendre la situation dans laquelle on est, où on sent un peu comme en 1788, que les choses ne peuvent plus continuer. Et pourtant, on a un sentiment de stagnation et d'impossibilité que les choses bougent et changent. Et donc, essayer de comprendre comment cette espèce de situation où on a l'impression que tout est foutu, tout est fini, en France... Tout est figé. Figé, foutu, fini. Moi, j'entends, mais je suis effondré en tout cas, préoccupé par les discours que j'entends autour de moi sur on n'y peut plus rien, l'islamisation, le communautarisme, le déclin, la désindustrialisation, on n'y peut plus rien, la France est foutue, on va essayer de s'en sortir, si on s'en sort pas, c'est nos enfants qui partiront, et puis de toute façon, ailleurs, est-ce que ça sera mieux ? Non, on n'y peut rien, on retrouvera les mêmes problèmes. Le déclinisme. Ça, le déclinisme, c'est le millénarisme. Le radio-suicidisme. Voilà, et bien ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai justement parce que la situation actuelle recèle des forces qui nous échappent et qui feront que rien ne va se passer comme c'est prévu. Et donc, ce déclinisme, cette fin de l'histoire ne se produira pas. Super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est clair qu'il faut bien s'accrocher quand même au bouquin. Il y a de quoi sur la plage, c'est à l'ombre d'un arbre. Non, mais ça se lit facilement parce qu'il y a plein d'anecdotes. C'est quelqu'un qui sait écrire et qui sait distraire. Et donc, c'est à la fois solide, mais en même temps distrayant. Ok. Très bien. Ça me donne très envie. Je vais l'embarquer. Enfin, je vais l'acheter parce que attention. Je sens bien que c'est un cadeau. Bien. François, vous avez des choses à... Oui. Alors 3, je vais commencer par un que j'ai pas apporté parce que j'ai ce défaut. Ah ouais, souvent. il triche. Je trouve. Voilà, il joue petit, mais en fait, il a une pile cachée. C'est le livre agent secret. Non, mais il est là, mais vous le voyez pas. C'est ça, c'est le cos. Ouais, c'est ça. Donc le livre agent secret, en fait, que j'ai oublié dans un train. Ça vous fait rougir, c'est marrant. Quelqu'un qui en profite parce que j'ai oublié dans un train. S'appelle Histoire de l'unité française. On retrouvera l'image pour le montrer. Histoire de l'unité française par Marie-Madeleine Martin. C'est un livre. Elle a eu le grand prix d'histoire de l'Académie française pour ce livre. Et c'était, mais c'est un livre déjà assez ancien, il date de 49. Et c'est marrant parce que moi aussi j'ai un bouquin qui a obtenu le prix d'histoire de... Ah bah très bien. Voilà. Et qui est passionnant parce que je trouve, ça rejoint exactement tout ce qu'on disait auparavant sur la parcellisation, etc. De voir comment s'est créée l'histoire de la France. Et donc c'est à la fois... passionnant pour avoir, sur un parcours assez rapide, une très bonne culture générale sur beaucoup de choses, et en même temps de voir la lame de fond de la manière dont la France s'est construite. Histoire de l'unité française par Marie-Madeleine Martin. Histoire de l'unité française par Marie-Madeleine Martin, c'est vraiment un de mes livres de chevet. Ensuite, 2 livres beaucoup plus récents. Celui-là, qui s'appelle Cantique de l'Infinistère, par un bénédictin qui s'appelle François Cassangena Trevidi. Que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est quelqu'un d'absolument passionnant. C'est merveilleusement bien écrit. Donc c'est à la fois c'est un moine un peu aventurier qui sort régulièrement de son monastère pour aller se balader à droite à gauche, à faire des bivouacs, etc. Là, il traverse l'Auvergne. Je m'amuse à dire souvent que en hiver, pas en hiver. À n'importe quel moment. Apparemment. Je m'amuse à dire souvent que la poésie, c'est la musique fermentée dans les mots. Et question fermentation, les moines y connaissent.
Ouais. Il suffit de voir le nombre de bières d'abbayes. Voilà. Et donc. Ça, là-dessus, je vous rejoins complètement. Voilà. J'ai un peu d'expertise. Je me demandais où il allait. Et franchement, voilà, c'est deux. À la fois, c'est très profond et je pense que ça rejoint aussi notre sujet précédent, que tôt ou tard, on avance que si on sait d'où on part, c'est-à-dire soi-même. Et là, c'est ce qui est passionnant. C'est un voyage extérieur qui est d'abord, bien sûr, un voyage intérieur. Et j'aime beaucoup la poésie, vous êtes aperçu. Et là-dessus, l'écriture est à la hauteur du voyage. Ok, Voilà. Cantique de l'Infinistère, c'est Desclés de Brouwer, l'éditeur. Voilà. Ah, il avait eu le Grand Prix catholique de littérature. Et plus que mérité. Allez, le troisième. Troisième, la densification de l'être. On est aussi sur le sujet. Ça, c'est par un père que vous connaissez, qui est Guillaume Venard, sans doute, qui est un père assez médiatique. Il a fait ça avec 2 autres personnes, pas mal d'autres préfaces. Ce qui est passionnant, c'est qu'on est au cœur, on fait la transition entre la quête un peu mystique de fond et le côté très opérationnel. Et pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que, vous me le passez ? Au passage, oui. Merci. Au passage, je vois à quel point, pour avoir la chance et d'être officier et de me retrouver en secteur civil, de voir la manière dont on fait souvent passer le militaire un peu pour un bourricot qui court partout, là où je pense qu'il y a une profondeur d'approche, vous parliez d'intelligence émotionnelle, profondeur d'approche sur la connaissance des gens, sur la prise en compte de la fragilité, tout en restant connecté à l'émission, et c'est ça qui fait la différence. On ne se noie pas dans la fragilité comme une quête absolue, qui est assez édifiante. Et la densification de l'aide, c'est ça, c'est-à-dire comment on prépare l'individu aux crises qui sont actuellement présentes. Et c'est fait le lien aussi, ce que vous disiez, sur le déclinisme et la manière dont on subit, comment au contraire on s'arme à son niveau, sur son territoire, sur son chemin pour faire les choses. Densification physique, densification psychologique et densification métaphysique. Voilà. Le père Guillaume. Je ne sais pas si vous allez tout acheter, mais dans tous les cas, c'est du sérieux. C'est du costaud. Cette année, c'est du costaud. Donc ça s'appelle La densification de l'être. C'est aux éditions PIPA, PI2PA. Et voilà, il y a 3 auteurs, voilà, avec une préface de Thibaut de Montbrial. Oui, très spécialiste. Référence en sécurité. Grande référence, absolument. Merci beaucoup, François Père. Allez, Tariq. Alors, vous êtes aussi sérieux que les autres, Tariq, ou vous nous amenez vers du divertissement? Non, c'est sérieux parce que, bon, d'abord, si, on va se divertir. Comptez sur moi. On va se divertir un petit peu, c'est le seul à avoir une cravate ici. On va se divertir un petit peu. Une fleur de lys. On va se divertir un petit peu, puisqu'on a parlé abondamment de Rugy tout à l'heure, donc je ne saurais trop vous recommander d'aller voir le Roi Lion. Le dessin animé d'il y a 25 ans était remarquable. Et là, c'est tourné avec de vrais animaux, donc ça vaut peut-être le coup d'aller voir ça. Non, alors pas du tout, pardon. C'est de la virtualisation. Ça n'est que des faux animaux. Ce sont des faux animaux, mais c'est pas un dessin animé, ce sont des c'est la magie de cette hyper technique qui fait que ça a l'air d'être vrai, mais en réalité, le voir. La magie ou l'enfer, puisqu'on fait passer. Alors sinon, les critiques ont fait la même chose avec Mélenchon. Sinon, vous pensez que ça lui a servi. Sinon, mon engagement dans la droite libre, etc., c'est parce que je considère que la droite, c'est d'abord de la liberté, et puis à une période où, pas plus tard que la semaine dernière, je constate quand même que la loi Avia a été votée aux 3/4 par les députés républicains. C'est invraisemblable. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Voilà. Et donc, on est dans un monde politiquement correct. Vous nous rappelez ce que c'est que la loi Avia ? Alors, la loi Avia, c'est celle qui, maintenant, fait que si vous mettez quelque chose qui ne plaît pas, mais alors à qui ? C'est à savoir, Macron, qui ne plaît pas à Macron, eh bien, l'entreprise, c'est-à-dire Facebook, Twitter, etc., a obligation de le retirer sous 24 heures, sous peine d'amende de, je ne sais plus, 500 000 €, un truc absolument hallucinant. Alors évidemment, la police de la pensée, les macroniens l'ont voté comme un seul homme, et surtout sur 100 députés républicains, il y en a 6 qui ont sauvé l'honneur en votant contre. Enfin, c'est assez dramatique. Et donc, nous sommes dans un monde politiquement correct. Alors évidemment, j'ai pris le bouquin de Mathieu Bock-Côté, dont tout le monde a parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est l'empire du politiquement correct, mais je pense qu'il faut effectivement le lire. C'est un remarquable Québécois qui connaît remarquablement la politique française et qui effectivement n'a pas sa langue dans sa poche et qui dénonce les travers de la démocratie française, qui est de moins en moins une démocratie et de plus en plus un régime surveillé. Alors, donc l'empire du politiquement correct, c'est les éditions du Cerf. L'édition du Cerf par Mathieu Bock-Côté. Voilà. Alors sinon, on a parlé tout à l'heure de la façon dont on formate les gens. Donc la langue, c'est très important, la langue des médias. Donc c'est Ingrid Rio-Creux qui s'intéresse à ces questions-là depuis des années. Et je prends un exemple. On parle toujours des sans-papiers et tout le monde reprend ce mot. En fait, c'est pas des sans-papiers, parce que sans-papiers, ça voudrait dire qu'ils auraient le droit à des papiers. En fait, ils n'y ont pas le droit, ce sont des clandestins. Et donc, à tordre la langue, évidemment, on arrive à un régime totalitaire. Évidemment,
Exactement. Je le prends juste pour le montrer. Voilà. Voilà, donc Ingrid Rio-Creux, La langue des médias. Voilà. Okay, c'est les éditions L'Artilleur. C'est de beaux livres en plus, hein. C'est de beaux bouquins. Ouais, et donc évidemment, qui a théorisé ça depuis longtemps, la novlangue, c'est Orwell, c'est George Orwell, en 1948, qui avait écrit sur 1984, qui est célèbre, tout le monde en parle, mais peut-être pas beaucoup de gens l'ont lu. Et alors, Michel... c'était obligatoire à l'école. Moi, de mon temps, on devait le lire. Hein. C'est un des plus grands textes du XXe siècle. Voilà, absolument. Et, La ferme des animaux, c'est pas mal aussi. Aujourd'hui, Michel Onfray en a fait une espèce d'exégèse pour ceux qui veulent lire. Ça se lit très vite. Et il reprend l'essentiel de ce qui est admis, ce qui est écrit dans 1984 et dans La ferme des animaux, justement. 1984, c'est la théorie de la dictature. La ferme des animaux, c'est plus la théorie de la révolution, et il reprend un peu, de la révolution. Et il dit, il constate que malheureusement, qui dira que nous ne sommes pas dans une forme de dictature aujourd'hui. Donc ça, je vous engage à lire. Ça se lit très vite. C'est du Michel Onfray. Oui, Michel Onfray est le graphomane, hein, parce qu'il a écrit des dizaines de livres. C'est prodigieux. Hein. Michel Onfray, théorie de la dictature, et c'est Robert Laffont, l'éditeur. Et alors, je vais finir avec un bouquin qui est remarquablement divertissant. C'est l'histoire d'un jeune député, effectivement, a priori macronien, qui est curieux et constructif et qui va dans un pays qui s'appelle la Rugénie. Alors, à la lecture, on constate que c'est plutôt en Kosovo, plutôt quelque part dans les Balkans, Moldavie, etc. Et le pays a été réformé sous la houlette d'un économiste qui s'appelle Stéphane Gloss. Alors, évidemment, la référence à Voltaire est évidente, hein, Pangloss, le philosophe optimiste. Et ce pays est devenu la vitrine du meilleur monde possible. Donc le député arrive et le jour de son arrivée, il se retrouve en garde à vue parce qu'il a osé sourire aimablement à une jeune fille. Donc évidemment, harcèlement et tout le truc. Il se retrouve en garde à vue pendant 2 jours. Et quand il arrive dans la capitale, dont j'ai oublié le nom, peu importe, c'est les Jeux Olympiques de la diversité. Alors là, vous voyez évidemment des athlètes lesbiennes, des je ne sais quoi, des footballeurs au pied beau, transgenres, etc. Et on ne peut pas circuler, non pas parce qu'il y a trop de voitures, mais parce que justement on a banni les voitures, mais que c'est bouffé par les trottinettes qui font n'importe quoi, etc. C'est très dangereux. Il y a une dame handicapée qui se fait écraser par une trottinette. Enfin, c'est assez drôle. Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est Benoît Dutertre, l'arrière-petit-fils de René Coty. Exactement. Et qui il se trouve, mais personne ne sera étonné d'apprendre que le titre de ce bouquin, c'est En Marche. Le vrai nom de ce pays, c'est le Paris d'Hidalgo. C'est ce que je dis. Et personne ne serait étonné de voir que ce bouquin est titré En Marche. Je me rappelle, j'ai pris qu'un bouquin, donc j'ai droit de revenir. Vous voyez, avec le temps qui nous reste, ça se lit très bien, c'est divertissant. Pour l'égalité, les quotas de prise de parole, cher monsieur. Avec moi, jamais. Benoît Dutertre, c'est chez Gallimard. Ok. Allez, celui qui a la plus grosse. Oui, alors, voilà, vous avez essayé de me couper en me faisant passer en dernier, mais je vais réussir à les passer tous. Non, mais je crains pour mon temps de parole à moi. D'abord, évidemment, le Éric Zemmour, Destin français. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un traumatisé de l'histoire à l'école. J'ai eu des très mauvais profs d'histoire. L'histoire était rébarbative pour les enfants comme moi à l'époque. C'était chronologique, on apprenait les dates sans rien comprendre. C'était génial, l'histoire chronologique. J'ai ensuite appris, grâce à Bainville, Jacques Bainville, mais qui s'est arrêté, une histoire un peu différente, c'est-à-dire en suivant un fil d'idées et voir quel événement dans le passé a amené quel événement plus tard, etc. C'était plus intelligent. Le Destin français d'Éric Zemmour, j'adore l'auteur de toute façon. Éric Zemmour, moi je suis pas du tout zémourophobe, je suis plutôt zémourophile, donc voilà, je préfère le dire. Vous le donnez, ça c'est chez Albin Michel. Je l'ai commencé, et la particularité, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire du début à la fin, c'est une somme, on s'arrête dans les périodes dans lesquelles on a envie de faire. Mais c'est un bouquin d'histoire, je savais pas. C'est un bouquin d'histoire. Je ne savais pas. C'est un bouquin d'histoire. Okay. Le deuxième, parce que j'aime bien rigoler quand même en vacances, c'est que lui aussi, j'adore l'auteur, c'est Michel Houellebecq. J'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas encore lu. Mon épouse l'a lu, elle a dit que c'est un peu sombre. C'est le dernier. Sérotonine, c'est sur la détresse du monde paysan avec les heurts et les malheurs du monde paysan. Donc, très, très bon bouquin, je pense, parce que de toute façon, je suis un fan absolu de Michel Houellebecq. Vous avez tous lu tous les précédents? Oui, j'en ai lu. Non, pas tous, mais j'ai lu évidemment Soumission, j'ai lu La carte et le territoire, Les particules élémentaires. Je remonte un peu parce que je l'ai découvert tardivement. Moi, je suis pas trop, à l'origine, j'étais pas trop littéraire. Ok, chez Flammarion.
Crépuscule de Juan Branco. Alors, vous en avez certainement entendu parler. Ce qui m'intéresse là-dedans, je suis pas du tout sur le même bord politique que l'auteur, on s'en doute. Il est plutôt France Insoumise, universaliste, etc. Mais il paraît qu'il y a des révélations, et c'est mon épouse qui l'a lu et qui l'a acheté, et elle m'a dit, tu devrais lire ça. C'est truffé d'anecdotes et de révélations sur les malversations de nos hommes politiques, et il se trouve qu'il n'a pas été mis en procès, il n'a pas de procès sur le dos. Donc de là à penser que ce qu'il dit Je l'ai dedans lu sur le conseil de mon fils, et il y a plein de révélations dedans. Par contre, à lire avec parcimonie, elle m'a dit, parce qu'on sort de là épuisé et le moral en berne devant la le truc, c'est que ça a été écrit un peu vite, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Voilà, c'était écrit un peu vite. C'était un peu Okay. vite. Il n'empêche que Juan Branco, c'est un de ceux qui parlent des catastrophes écologiques à venir et de la nécessité de ça. Oui, mais je crois surtout c'est les révélations sur les comportements et les agissements de certains hommes politiques. Préface de Denis Alors, Robert. comme je suis dans la politique que j'aimerais bien réussir et que je l'ai pas lu, je vais me taper Le Prince de Machiavel. Oui, c'est comme Proust, tout le monde dit l'avoir lu, mais personne ne l'a. Voilà. Qui a lu Le Prince? Il y a longtemps, oui, je l'ai lu il y a longtemps. C'est fou, hein. Donc, il n'y a que Serge. En même temps, c'est celui qui fait de la politique de manière très active actuellement. C'est un texte fondamental. Voilà. C'est la première fois que quelqu'un analyse la politique de manière objective, parce qu'avant il y avait toujours de la morale, la religion, etc. Là, c'est quelqu'un qui finalement, c'est l'origine de tout. Hein. C'est un texte majeur. Puisque j'étais dans je l'ai pas lu non plus. Je l'ai pas lu, mais je vais le lire parce que je pense qu'il y a pas mal de choses encore applicables de notre temps. C'est l'âme humaine. Donc voilà. C'est un livre de poésie. François Baer appréciera, mais c'est la Divine Comédie de Dante et la partie évidemment l'enfer. Et il vient d'y avoir, je n'ai que l'enfer. C'est la nouvelle traduction. Et comme c'est des poèmes page par page traduits, il y a le texte italien qui sont des vers italiens traduits par un gars qui a l'air d'être un spécialiste. Je suis peu versé vers la poésie et j'ai envie de m'y mettre. Et l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas obligé, encore une fois, comme le Zemmour, on n'est pas obligé de le lire du début à la fin. On prend un truc, on le lit et puis après on laisse infuser. Dante Alighieri, la Divine Comédie, ça tout le monde connaît. De Dante. Et ça s'appelle la Dagona. Voilà, l'enfer de Dante en fait. Voilà. Et alors ça, je le recommande. Celui-là, je l'ai vraiment lu il y a longtemps déjà. Notre existence a-t-elle un sens? Jean Stone, S-T-A-U-N-E, est un professeur de philosophie des sciences. Et la philosophie des sciences, c'est vraiment fondamental parce que moi, je pensais qu'il y avait la philo et les sciences. Et en fait, il y a de la philosophie des sciences. Et ce bouquin est un livre d'histoire. Un livre d'histoire des sciences dures, mathématiques, physiques, pour la grande partie du texte. C'est ce qui est en bleu chez moi que j'ai fait. Et après, il y a le darwinisme fort, darwinisme faible, toute l'histoire du truc. Puis après, il va dans les neurosciences et pour finir, il va dans la théologie. Et là où l'épistémiologie, c'est ça. Et là où il dit, et l'eschatologie, et là où il dit que on est des géants en termes de sciences physiques, mathématiques, etc. On est déjà nettement moins bon en ce qui concerne la biologie, le darwinisme. On est encore plus faible dans les neurosciences. Le cerveau, c'est un mystère encore à l'heure actuelle. Et alors, sur le plan théologie, raisonnement humain, sociologie, confrontation aux grands trucs, il démontre ça. Et ça, c'est une Bible. Notre existence a-t-elle un sens? C'est à double sens. Va-t-elle vers quelque chose ou signifie-t-elle quelque chose? Fantastique. Celui-là, voilà. Très bien. Je ne suis pas certain qu'on le retrouve. À mon avis, on doit le... Il est toujours édité. Presse de la Renaissance, Jean Stone, Notre existence a-t-elle un sens? Voilà. Merci beaucoup, Patrick Mignon. Allez, il me reste quelques secondes pour vous parler, moi, de ce que je vous recommande. Mon roman préféré, je l'ai lu 5 fois. Il n'est pas impossible que je le prenne avec moi pour le lire une 6e fois cet été. Je convertis tout le monde autour de moi. Je vous le rembourse si vous ne l'aimez pas. Ça s'appelle Corps et âme. C'est un écrivain américain qui a écrit 4 ou 5 romans dans toute sa vie. Donc à chaque fois, c'était un très long travail. Et là, c'est un roman d'apprentissage sur un jeune pianiste. Tout son parcours de tout jeune homme, tout garçon de 5 ans, milieu très défavorisé, jusqu'à être un grand pianiste. Ça m'a passionné. Ce livre-là que j'ai lu sous les recommandations de Martial Bild, c'est le directeur de l'antenne ici. Camille Pascal, c'est un ancien conseiller ministériel de Chirac et tout. De Sarkozy aussi. Journaliste de Valeurs Actuelles. Et il a écrit ce roman que je trouve, qui est un roman historique. C'est de l'histoire, on va dire. L'été des 4 rois, c'est l'été pendant lequel, en 1830, c'est les journées de juillet, le roi Charles X
roi absolutiste, regardant dans le passé, va disparaître, balayer. C'est le dernier des Bourbons, remplacé par Louis-Philippe, l'Orléans, le roi des Français, et puis 2 autres rois qui auraient pu arriver sur le Louis XIX et Henri V. Voilà, ok. C'est passionnant et c'est plein de vues croisées. Et on est avec Victor Hugo, et puis on est avec Balzac, et puis on est à Saint-Cloud où habite le roi, et on est avec Louis-Philippe à Neuilly, on est sur les routes du Cotentin avec le roi et sa suite qui part en exil. C'est absolument génial. Et ça se lit, c'est épais, et ça se lit à toute vitesse. Le titre, Ça s'appelle L'été des 4 rois, et c'est chez... Alors, je l'ai pris à la bibliothèque, celui-ci, c'est chez Plon. Voilà. Il m'en reste 2 autres. Allez, c'est une BD qui s'appelle La guerre est finie. C'est très, très, très joli. Édition italique, c'est une BD sur les tranchées, ce qui se passait en France, comment on annonçait les morts. Enfin, c'est un bouquin que vous pouvez lire tout seul, que vous pouvez lire avec vos enfants, c'est passionnant. Et alors, l'épicurien en moi n'est jamais loin. Ça, c'est ma revue favorite. Alors là, je vous la garantis. 180 degrés, c'est le thermostat 6 quand on est sur son four. Et ça raconte d'abord plein d'histoires de producteurs, de paysans, de cuisiniers. Et ça donne plein de recettes. Et alors, je peux vous dire que je pars avec, parce que à la maison, on va se régaler. Ah, je voulais en retrouver une, mais je vais pas le faire. Tant pis, j'ai plus le temps. Voilà. Oh là là, on a débordé 2 minutes à cause de moi. Merci, messieurs. Merci de votre présence. Merci d'être revenu une fois de plus. Merci, Serge. Merci, Patrick. Je vous souhaite un très bel été. François, Tariq. Merci. On se retrouve le 4 septembre. Donc, notez ça sur vos agendas. On vous laisse en paix pendant l'été. Si vous n'avez pas de quoi lire, bah alors là, vraiment, changez de chaîne. Et on se retrouve donc dans un peu plus d'1 mois. À très vite. Au revoir.